Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, émission Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver en ce début de semaine. Alors c'est une semaine importante, les différents déterminants et facteurs qui peuvent impacter les marchés vous ont été présentés déjà ce matin par mes collègues. Rapidement, quel est le plan donc de cette émission cet après-midi? Je vais déjà revenir sur les élections parlementaires qui ont eu lieu au Japon hier, avec au fond une réaction assez stable sur le yen, mais en tout cas nous reviendrons sur la dynamique du Nikkei et les paires en yen, mais ça reste globalement stable. Shinzo Abe a de toute façon remporté cette élection parlementaire. Nous reviendrons sur une autre élection parlementaire qui se joue cette semaine, un impact politique qui peut affecter les marchés financiers, le marché de la dette, les marchés actions. Ce sont les élections parlementaires qui ont lieu en Grèce mercredi. On reviendra notamment sur la dynamique de l'indice des 20 plus importantes actions de la bourse d'Athènes pour réaliser que ce marché est baissier depuis un certain temps. En ce qui concerne le marché des changes, c'est cette semaine la dernière réunion annuelle de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. D'ailleurs, c'est mercredi 17 décembre que se joue, je pense, la fin de la semaine et peut-être la fin de l'année, avec une journée très importante justement sur le plan des fondamentaux, tant économiques d'ailleurs que politiques. Très rapidement, nous reviendrons à l'aide d'un graphique sur les nouveaux plus hauts historiques de cette paire de devises leader de l'année 2014, paire en dollars, en tout cas lorsque le dollar est devise principale, l'USD RUB. Et enfin, comme d'habitude, le tour d'horizon en données 4 heures. Voilà donc pour le programme de cet après-midi. Bienvenue donc. Alors, commençons bien. Alors, on vous avait prévenu dès vendredi qu'avait lieu ce week-end des élections parlementaires au Japon. C'est donc le Premier ministre actuel, Shinzo Abe, qui remporte cette élection. Il n'y a pas eu de réaction, je dirais, très volatile sur le yen japonais. En tout cas, ce que j'observe, c'est que le yen japonais tient son plus bas de l'année 2008. C'est un niveau sur lequel il s'est stabilisé depuis 2 semaines environ. Et là, il n'y a pas de mouvement, je dirais, très important. On vous avait présenté en début de semaine dernière des divergences négatives sur les paires en yens. Ce momentum est en train de se dégonfler. La semaine dernière, j'avais exclu les paires en yens d'éventuelles opportunités de trading. Je pense qu'il faut encore être assez relax sur les paires en yens. Il faut se détendre, il faut les laisser respirer pour faire le point. Donc on va commencer un peu à les regarder, mais je pense que cette semaine, vous devez vous focaliser sur le momentum journalier et énormément l'étudier, puisque nous consolidons étant sous l'influence de divergences négatives. Si celles-ci se sont dégonflées, eh bien peut-être que là, nous pourrons réétudier les stratégies allant dans le sens de la tendance de fond. On les passera en revue. En ce qui concerne les fondamentaux de marché, alors nous venons de prendre connaissance de statistiques industrielles en provenance des États-Unis, des chiffres de la production industrielle, mais pas seulement, tout un tas de chiffres importants, notamment sur les capacités de production, la production industrielle en rythme annuel ou en rythme mensuel. Pour le moment, en ce qui concerne la réaction sur le marché, eh bien on constate que le dollar américain est plutôt bien orienté depuis le début, depuis 8 heures environ, depuis 8 heures. Le dollar est bien orienté. Et là, somme toute, il continue de son trend qu'on observe depuis 7 ou 8 heures. C'est notamment sur le GBP USD qui avait une opportunité de trading à la vente ce matin, puisqu'il testait bien la ligne de tendance baissière en place depuis 2013. Nous en parlerons du GBP USD, tout comme nous étudierons l'euro GBP, qui lui justement approche à nouveau d'un point pivot de long terme, aux alentours des 0,7960, 0,80, une ligne de tendance baissière en place depuis 2013 aussi d'ailleurs. Alors rapidement les éléments sur lesquels je souhaite passer rapidement, parce qu'on n'est pas non plus ici pour trop s'attarder sur le sujet. Notez à nouveau aujourd'hui les nouveaux sommets historiques de l'USD RUB. Bon, c'est le rouble qui est vendu. Il y a eu a priori aux alentours du début de l'après-midi à nouveau tentative d'intervention de la Banque centrale de Russie. En tout cas pour le moment cette paire reste soutenue. On est dans un phénomène assez étonnant. Reste qu'à un moment ou à un autre, il y aura une inversion. Mais je pense que le point de départ d'un tel mouvement pourrait être donné par un chandelier D1. Mais pour le moment, voilà, ça continue de progresser. Nous verrons bien. C'est un dossier en tout cas qui est probablement très politique maintenant. En ce qui concerne le marché action grec, vous avez sous les yeux les chandeliers hebdomadaires de cette bourse. Alors, il s'agit de l'indice FTSE, en gros les 20 plus grosses capitalisations boursières du marché boursier athénien.
Et ce que vous devez constater, c'est qu'il est fermement baissier depuis le mois de mars 2014. Et donc d'une certaine façon, cela rappelle qu'au fond, les marchés boursiers internationaux sont relativement étanches à ce qui peut se passer dans ce pays, si ce n'est que c'est probablement du côté de la dette qu'il faut s'inquiéter. En tout cas, il y a un événement politique important mercredi. Eh bien, nous verrons ce qu'il se passera, mais en gros, les enjeux, c'est quoi? Il faut que la majorité parlementaire, pour soutenir les actions et les marchés financiers de manière générale, il faudrait que la majorité parlementaire soit toujours en faveur de l'euro, toujours en faveur de l'Union européenne, de la Troïka, etc. Or, les récents sondages donnaient une possibilité que la victoire revienne à un ou des partis politiques qui pourraient s'unir et qui seraient justement contre contre l'euro, contre tout ce que finalement l'Europe tente de construire depuis plusieurs années avec la Grèce. En tout cas, c'est un enjeu politique important et ça impacte les marchés depuis la semaine dernière. Alors, en ce qui concerne maintenant les marchés boursiers, eh bien, qu'en est-il? Plusieurs points, on va fonctionner par classe d'actifs en m'appuyant exclusivement ici sur des chandeliers japonais en données 4 heures. Par quoi allons-nous commencer? Eh bien, évacuons tout d'abord le sujet des métaux précieux. Vous avez sur notre site un article proposé ce matin par notre analyste Adrian qui vous rappelle que nous vous avons proposé des stratégies sur les métaux précieux depuis 2 semaines. Or, nous commençons à noter un certain nombre d'éléments qui invitent à alléger son exposition ou en tout cas à commencer à prendre des bénéfices, étant donné qu'au fond nos premiers objectifs ont été atteints sur ces métaux précieux, mais que ce marché peine à inscrire de nouveaux plus hauts. Alors, vous avez ici un article que je vous invite à lire, sur notamment des divergences de momentum cachées. Maintenant, qu'en est-il? Alors, les métaux précieux, je reviens notamment ici sur l'argent. Ce qui est inquiétant, en fait, ce sont des précassures de momentum qui n'invitent pas à la confiance. Vous avez notamment ici sous les yeux le graphique en données 4 heures de l'argent métal. Nous avions une première cible qui a été atteinte à 17,24. On a fermement défendu l'appréciation au-dessus des 16 $. Voilà. Nous pensons que vous devez alléger votre exposition du fait de signaux venant du momentum qui sont plutôt, je dirais, négatifs. Maintenant, voilà, l'argent posé à nouveau sur ce niveau ici des 16,75. C'est un pivot d'ailleurs pour la suite des événements. Pour l'instant, le marché se stabilise. Mais voilà, je vous invite donc à lire cet article pour envisager la suite des événements. En ce qui concerne l'once d'or, c'est plus ou moins la même chose. Vous avez aussi un phénomène sur les cours du platine qui invite à réduire son exposition sur ces marchés. En ce qui concerne les cours du pétrole, alors vous avez tous, ou pas, peut-être, je ne sais pas, observé qu'il y a eu une session asiatique qui a vu soit des rachats de short, soit des achats, bref, en tout cas une tentative de rebond de ces contrats pétroliers. Pour le moment, aucune résistance n'est franchie. Est-ce que ce rebond part de supports majeurs de forte importance? Nous nous en approchons, mais ce n'est pas encore forcément les socles suffisants pour créer un rebond. Alors, je vous rappelle qu'en 2009, il avait fallu 5 mois de range pour permettre à ce grand marché baissier d'une part de se stabiliser, c'est le principe d'un range, mais surtout de reprendre le chemin de la hausse. Donc je dirais qu'il y a plusieurs étapes. Il y aurait tout d'abord celle d'une stabilisation sur le court terme, mais ensuite d'une stabilisation qui pourrait durer suffisamment longtemps pour créer quelque chose d'important. Sachant que les fondamentaux militent pour une période durablement basse en ce qui concerne le prix justement du pétrole. Donc pour le moment sur le court terme, vous avez sous les yeux les chandeliers 4 heures avec cette séance asiatique, donc notamment ces deux chandeliers ici qui ont vu notamment les cours du brut passer de 56 à 58,70. Maintenant sur ces graphiques intraday, moi ce que je vous invite à surveiller c'est ce niveau horizontal sur le brut qui se trouve disons à 59 $. Alors nous avons du côté du momentum et là encore intraday en effet des pré-signaux en faveur de ce qui pourrait être un rebond technique qui pourrait se déployer sur une semaine, donc un rebond technique hebdomadaire. Ce matin, lorsqu'on étudiait le marché action, il y avait des titres appartenant au secteur pétrolier, mais à la fois français, mais en Europe aussi. Il y en avait notamment en ce qui concerne les compagnies pétrolières britanniques. Il y avait un phénomène d'achat ce matin qui a duré 1h30, 2 heures, et il s'est rapidement dégonflé. Vous avez notamment vu Total gagner 4%, et là le titre Total est retombé. Alors, on a besoin de confirmation, en tout cas, commence à se passer quelque chose ce matin. Et disons qu'il faudrait confirmer
en franchissant des résistances, avec bien sûr le risque que les plus bas, ce qui serait vraiment un signal négatif, ce serait de recasser à nouveau les plus bas récents, en tout cas ceux de la session asiatique qui sont à 56 sur le WTI, ou je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils sont sur le Brent, ils sont sur le niveau des 60-80. Là aussi, le momentum intraday sur le Brent, c'est bien, disons que laisse la place à une semaine de rebond technique, et sur le Brent, il faudrait pour y croire franchir 63,50. Donc là, je vous donne vraiment des repères de court terme. Si on franchissait 63,50, on aurait en effet la possibilité de se reprendre en direction des 67. Et si le brut US pouvait s'affranchir des 59, c'est un marché qui pourrait rejoindre les 63. Donc, on voit qu'on a encore besoin de confirmation sur ce marché des pétroles et donc des titres pétroliers. Alors, ça c'est vraiment pour le court terme, puisque là je reste vraiment de toute façon sur des chandeliers 4 heures. Avant de vous proposer un tour d'horizon des paires de devises, je vous propose un tour d'horizon des indices boursiers européens et US d'ailleurs. Et on va commencer donc par l'indice Eurostoxx 50. Alors, dans l'Eurostoxx 50, vous avez tout. Vous avez un peu d'Italie, un peu d'Espagne, un peu de France, un peu d'Allemagne. Bref, c'est un indice pan-européen. Les 50 plus grosses capitalisations boursières. La semaine dernière, on va pas revenir dessus, elle est fermement baissière. D'ailleurs, ça doit être une des pires semaines des marchés actions depuis l'année 2011. Alors, je ne sais pas quel mois exactement, mais en tout cas depuis l'année 2011, soit novembre 2011, soit le mois d'août 2011. Alors, on a eu en première partie de session européenne une réaction de reprise technique qui a commencé sur l'Eurostoxx 50 à 3040 points. Alors je dirais que, d'ailleurs oui, on peut considérer que les 3040 points sont un support journalier. Bon, l'idée c'est quoi? C'est d'envisager un retracement, un rebond technique dans le cadre, vous le savez, d'une saisonnalité favorable. C'est ce qu'on vous a montré à travers une décomposition du mois de décembre en 4 semaines de trading. Ce ne sont que des moyennes, donc des statistiques. Une année on s'en approche, une année on s'en éloigne. Mais en tout cas, finalement, c'est quelque chose peut fonctionner dès lors qu'on perd 7% la semaine, on peut la semaine d'avant, pourquoi pas un rebond technique. En tout cas, le timing n'est plus à la vente, ça c'est certain, après 7% de baisse, et je dirais après un écart qui est peut-être maintenant excessif à certains indicateurs de tendance, notamment la MM20, qui autorise une reprise technique, disons par exemple, en direction des 3127 points sur l'indice Eurostoxx 50. Alors c'est comme le pétrole, ça peut tenir cette anticipation dès lors que le marché tient les plus bas de ce matin, qui se trouve notamment à 3040 points sur l'indice Eurostoxx 50. Alors c'est osé comme opinion, mais bon, à un moment ou à un autre, il faut faire un choix, et au moins là je dirais que les conditions sont là, le stop est là, et c'est tout simplement désormais sur le CAC 40 cette zone de support mensuel, car vous le savez, c'est un niveau mensuel qui se trouve entre 4060 et les 4100 points. C'était une zone attractive pour une stratégie de rebond technique, ou au moins de retour à la moyenne, de retracement, fameux, je n'hésiterai pas à parler de retracement de Noël si vous voulez. Et donc c'est plaisant sur Eurostoxx 50 au-dessus de 3040 ou au-dessus des 4100 sur le CAC 40. Le stop, c'est simple, c'est sous les plus bas de la première partie de la session européenne. Voilà pour le CAC, voilà pour l'Eurostoxx 50. Maintenant, si vous voulez, on va regarder l'IBEX, le MIB et l'Eurostoxx 50. Ensuite, nous étudierons le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq 100. Et ensuite, un tour d'horizon des crosses de devises. On passera tout en revue. En tout cas, dans l'ordre alphabétique, j'en ai une bonne vingtaine dont je souhaite vous parler, et notamment le GBP. Alors, que se passe-t-il chez nos voisins sud-européens? Le MIB et l'IBEX sont revenus dans la partie basse de trading range qui ont existé entre le 22 octobre et la mi-novembre. Je pense que ces deux marchés, notamment ici le MIB, je pense que on peut envisager sur le MIB une stratégie favorable au-dessus de ces 18 540 points, à ce moment-là protégé par un stop sous les 18 444. Disons que je pense que le MIB est revenu sur un support autorisant un rebond technique, donc à ce moment-là le MIB m'intéresse, et nous avons à peu de choses près quelque chose d'assez symétrique, je dirais, sur l'IBEX, aux alentours des 10 080 points, même si au fond
En ce qui concerne les niveaux horizontaux, je trouve que les 18 500 points, 18 530 de l'indice italien me semblent plus propres. Voilà donc en ce qui concerne ces indices européens, le CAC, l'Eurostoxx 50, sympathique, le MIB en stratégie indicielle alternative, on va dire, c'est pas forcément l'indice qui vous intéresse le plus, mais en tout cas c'est un niveau de support technique à 18 540. Pour un rebond technique, ça peut être utilisé. Alors, maintenant les marchés actions US, les trois marchés que vous pouvez négocier, SP500, Dow Jones des valeurs industrielles et le Nasdaq 100. Alors les marchés actions US, ce ne sont pas les marchés actions européens, c'est-à-dire que ils baissent moins forcément, et puis généralement lorsqu'on arrive sur des supports assez évidents, on a tout de suite un intérêt acheteur qui est plus important que sur les actions européennes. Sur le SP500, le niveau qui tient, c'est un chiffre rond, en tout cas c'est ce niveau des 2000 points. Alors les précédents sommets annuels c'était 2020 points certes, mais je pense que les 2000 points sont un niveau dont on vous a parlé ce matin, qui peut là aussi permettre d'envisager une stratégie de rebond technique. J'ai étudié le momentum journalier, alors il n'y a pas de contradiction positive, il n'y a pas de div, mais en tout cas on a des indicateurs qui se sont bien dégonflés suite à des divergences négatives qui avaient été relevées en début de semaine passée. Pour autant on n'est pas encore revenu tout en bas, donc il faut rester méfiant. Cependant 2000 points, c'est un niveau qui pour le moment tient sur le SP500. Et on peut envisager dans un premier temps une reprise en direction de quoi quel était le niveau de décrochage de la semaine dernière, c'était les 2049, ce qui pourrait être au fond la ligne de coup de FUS double top à 2079. Donc pour le moment, ce niveau des 2000 points tient, et je dirais qu'en termes de stratégie de trading, c'est un support comme le sont les 18 530 du MIB, ou encore les 4100 du CAC, ou encore les 3040 de l'Eurostoxx 50, ou encore le niveau que nous avons étudié sur l'IBEX. Donc ce sont des stratégies qui pour le moment sont des stratégies de rebond technique, inscrites dans une saisonnalité qui semble favorable, en tout cas ce sont des moyennes, et puis après une semaine particulièrement baissière, le risque est minimisé par le fait qu'on peut au moins connaître un marché de rebond technique. Comme dans tout scénario et toute opinion, il y a forcément un scénario annexe, une invalidation. Et bien ce sont tout simplement les plus bas de la session européenne. Donc vous prenez votre charte, vous prenez les plus bas de la session européenne, la matinée en Europe, heure de Paris, et ce sont les niveaux d'invalidation avec à la clé, si ça casse, et bien rapidement de nouveau plus bas sur ces marchés actions. Voilà donc pour les marchés actions. On a étudié les matières premières. Maintenant nous allons entamer un tour d'horizon des paires de devises. Je peux fonctionner par ordre alphabétique, mais pas forcément aujourd'hui. Je vais d'abord parler de ce qui m'intéresse le plus. Je vous invite comme chaque jour à surveiller le cross USD CNH. Celui-ci me plaît pour ce qui est du moyen terme. Par contre il faut savoir soigner son positionnement. Je vous invite à surveiller un niveau horizontal qui se trouve à 6,1670 et une moyenne mobile. Vous êtes ici face à un graphique en données journalières et vous avez notamment la moyenne mobile à 200 jours qui me semble intéressante sur ce cross USD-CNH puisqu'elle vient soutenir ce support horizontal des 6,1770, 6,18. Donc l'idée c'est toujours pareil, laisser ce marché dériver à plat ou effectuer un mouvement de retour sur un premier support pour envisager une stratégie d'achat. Ce cross de devises fait partie de nos stratégies de l'année 2015. Donc avec à terme une target qui se situerait aux alentours des 6,25, 6,27. Mais l'idée c'est de ne pas rentrer n'importe comment et de toujours bénéficier d'un timing. Donc vous avez ce niveau horizontal à 6,1670 ou encore la moyenne mobile à 200 jours. Quel était le trade forex du jour uniquement de l'analyse technique? C'était le GBP USD en stratégie de vente. Le GBP USD c'est tout simple, tendance baissière, ligne de tendance baissière en données journalières. Ce matin le marché va chercher cette ligne de tendance baissière renforcée par une moyenne mobile à 200 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. C'était vente et j'ai envie de dire vous pouvez prendre vos bénéfices désormais puisque les 1,5649 sont un niveau de support. Alors si vous avez bénéficié de cette ligne de résistance sur le GBP USD
et que vous envisagez davantage de perspectives baissières, vous pouvez dans ce cas rabaisser les stops sous 1,57. Par contre, voilà, c'est vrai que maintenant on est sur ce support des 1,5649 et ce qui va céder, aucune idée. Et c'est vrai qu'au fond, tant qu'on est sous cette oblique en place depuis juillet 2014, pardonnez-moi, c'était pas 2013, c'était juillet 2014, en tout cas on voit que là le GBP/USD reste sous pression, cette oblique de tendance, nous en avions parlé déjà à plusieurs reprises. Alors puisque je viens de parler du GBP/USD, je pense qu'on peut étudier le cas de l'euro-GBP et donc du GBP/CHF. Alors l'euro GBP, vous êtes ici face à un graphique en données 4 heures, cependant j'ai représenté cette fois-ci une ligne de tendance baissière qui est plus facile à tracer lorsque vous êtes sur des horizons de temps supérieurs. Elle date cette fois-ci de juillet 2013, la fameuse oblique de tendance baissière sur l'euro GBP, qui nous a permis d'ailleurs en 2014 d'avoir des stratégies de vente pur reflet des fondamentaux. Là, c'était pas très compliqué, vous connaissez notre thème, la divergence des politiques monétaires. Maintenant, la question que vous vous posez sur l'euro GBP, faut-il à nouveau utiliser cette ligne de tendance pour une stratégie de vente, ou doit-on voir à travers notamment notre indice devise euro-index les prémices de ce que pourrait être plus qu'une simple stabilisation de l'euro en tant qu'indice devise et donc en tant que monnaie supranationale sur le FX? C'est compliqué de répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que l'euro GBP 0,7960 c'est un pivot. 0,7960, 0,80. Je peux comprendre qu'on ait envie par exemple de le vendre, mais dans ces cas-là, positionne le stop pas à 10 000 pips au-dessus. Il faut le mettre au-dessus de 0,8046. Parce que si un jour ce cross s'affranchit de cette zone, c'est pour remonter de manière plus franche. Ce n'est pas en tout cas ce que suggèrent pour le moment les fondamentaux. En tout cas, 0,7939 ne représente rien sur l'euro GBP. Vous pouvez passer ici en données journalières si vous voulez précisément tracer l'oblique. La voici, cette fameuse oblique D1. Elle passe exactement à 0,7960. Donc, bon. Nous verrons bien, mais en effet, c'est à nouveau une résistance descendante qui peut provoquer un rejet. Alors dès lors que vous avez une opinion ou l'envie d'initier un trade sur un cross comme l'euro GBP, vous devez forcément vous tourner du côté du GBP/CHF, et le GBP/CHF doit vous donner le message inverse. Sinon, c'est qu'il y a un hic quelque part, et c'est que cela ne fonctionnera pas. Tour d'horizon maintenant dans l'ordre alphabétique des crosses de devises, et en commençant donc par, non pas dans l'ordre alphabétique, mais comme d'habitude par l'USD/CHF et l'euro-dollar. L'USD/CHF, l'euro-dollar, c'est le même topo que vendredi dernier, c'est le même topo d'ailleurs que même jeudi dernier. Les voici. L'USD/CHF, grâce à, alors il me semble que c'était l'indice de confiance de l'université du Michigan, vendredi après-midi, qui était pas mal du tout, en tout cas sur un bon niveau, aux alentours de plus ou moins ce qu'était cet indicateur en 2006-2007. Ça a permis à l'USD/CHF de tenir un niveau de support à 0,9620. 0,9620, c'était l'ultime rempart. Où retrouve-t-on ce niveau sur l'euro-dollar? Bon, en arrondissant, disons 1,25. Bon, on va même arrondir plus largement. Disons voilà, 0,9620 serait la traduction des 1,25. Donc en gros, tout comme 0,7960 est un pivot sur l'euro GBP, 0,9620 et 1,25$ sont des cours pivots sur le cross USD/CHF et sur le cross euro-dollar. Aujourd'hui, que se passe-t-il sur ces deux marchés? Pas grand-chose. Si ce n'est que depuis maintenant 1, 2, 3, 4 fois 4 heures, donc depuis 16 heures, le USD/CHF a plutôt bien tenu les 0,9620 et l'euro-dollar est resté couvert par les 1,25. Et au fond sur l'euro-dollar, nous sommes encore dans un range 1,2370, 1,25. Bref, tout ce qui a pu être décrit en fin de semaine dernière reste pour le moment valable. Et si je devais faire un choix, j'accorderais toujours plus d'importance au cross USD/CHF et notamment donc à ce pivot des 0,9620 sur l'USD/CHF. Alors maintenant, tour d'horizon, comme d'habitude dans l'ordre alphabétique. AUD/CAD, je vous parle de cette résistance à 0,9570 depuis belle lurette, depuis le début du mois de décembre.
À chaque fois que le marché la teste, il rejette, c'est à nouveau le cas. Il y avait donc la possibilité d'utiliser cette résistance à 0,9567 sur la UD-CAD pour une stratégie de vente. La UD-CHF, c'est une dynamique baissière qui est vraiment bien construite. Le dernier pullback en date, c'était celui du 11 décembre sous les 0,8035. Pour une stratégie dans le sens de la tendance, le marché a en effet rejeté. Bon, c'est désormais la première résistance. Tant qu'on reste sous ces 0,8035, eh bien il existe une possibilité à terme que ce marché retourne chercher les 0,7830 qui sont en fait ce pivot horizontal, 0,7850. Bref, bon, là aussi rien de nouveau sous le soleil, on reste sous cette résistance. Alors la UD-USD au moment où je vous parle, a priori est en train de faire de nouveaux plus bas. Voilà, bah oui, parce que là on est en données 4 heures. La UD-USD, il est, bon bah ça vous le savez, hein, sous pression depuis le mois de septembre dernier, depuis les 0,92. Il a été à nouveau mis sous pression en fin de semaine dernière lorsque le gouverneur de la Banque centrale d'Australie a évoqué le fait que, bon, ça veut rien dire, mais en même temps, bon, simplement en disant que 0,75 c'était mieux que 0,85, forcément, hein. C'est pareil, hein, pour l'euro, c'est mieux 1,10 que 1,20, bref. Ce ne sont que des mots. En tout cas, le marché continue de se positionner plutôt vendeur ici sur ce cross AUD-USD qui est bien là est en train d'attaquer donc ces récents plus bas. Et quand même dans les paires en AUD, plutôt une préférence pour les ventes AUD-CHF, mais surtout pour le GBP AUD. J'apprécie énormément ce cross de devises depuis le début du mois de décembre. Je vous en parle souvent. Vous avez sur le GBP AUD cette ligne de tendance haussière, ici en données 4 heures, qui fonctionne et ne cesse de fonctionner. D'ailleurs, elle a été ce matin pile poil testée à 1,8969. Le marché a pris 120 pips et a priori repart vers ses récents plus hauts. Donc là, le timing n'existe plus, mais on en a souvent parlé. Vous êtes peut-être dedans ou pas, je ne sais pas. En tout cas, le cross GBP AUD fait toujours partie de mes favoris dans le cadre de ce tour d'horizon des crosses de devises. Alors l'euro CHF, l'euro CHF on a tout dit et tout dit, le floor des 1,20, le marché s'en est approché ce matin, il a fait 1,20,002 je crois. C'est toujours un seuil intéressant forcément parce que c'est un support fondamental, j'ai envie de dire, hein. Puisqu'il est défendu par une banque centrale. Pour le moment ça tient, l'idée c'est que tant que les 1,20 tiennent, on peut revenir vers 1,20.40, 1,20.50. Il faut toujours rester méfiant parce qu'on n'est pas à l'abri d'incursions, de vols, de mèches basses sortant des acheteurs. 99% d'acheteurs sur ce marché, autant dire que ça peut faire mal. L'idée c'est que si on veut mettre en place une stratégie de trading pour jouer ce plancher, il faut mieux éviter une surexposition parce que des mèches basses ça pourrait faire plutôt mal. Alors l'euro GBP j'en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, que penser de l'euro yen? Alors, les paires en yen, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'euro yen, du GBP yen, de l'USD yen, je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour s'y intéresser. Je vais notamment vous montrer ici, voilà, vous avez donc ici l'USD yen en données journalières. On a relevé en début de semaine dernière des éléments, notamment donc ici sur l'indicateur technique RSI. D'ailleurs, parenthèse, vous avez ce soir à 18 h justement un webinaire sur le travail de cet indicateur technique. Donc déjà, qu'est-ce qui se cache derrière cet indicateur, comment on le calcule, qu'est-ce qu'il représente, et surtout comment est-ce qu'on peut l'utiliser en convergence avec la tendance, mais surtout en divergence. Et lorsqu'on l'étudie en divergence, vous saurez expliquer ce soir qu'elles peuvent être standards ou cachées, bref. En tout cas, c'était comme ça qu'en début de semaine dernière, nous avions invité à mettre le haul là sur les paires en yen. Et donc ce momentum, il ne s'est pas encore assez dégonflé. C'est comme la semaine dernière. Pour le moment, j'ai besoin de voir des indicateurs daily retomber plus bas pour tenter de reprendre la tendance de fond. Donc patience. Il est vrai qu'au mois de décembre, le yen japonais tient ses plus bas de l'année 2008.
et qu'au fond on est peut-être, voilà, c'est un mois de respiration, donc c'est pas forcément là où on ira retrouver le plus de mouvements, qu'il s'agisse d'ailleurs du GBP yen, de l'euro yen, ou de toute façon de manière générale les paires en yen, elles ne sont pas encore, en tout cas dans mon approche là, source d'intérêt. Alors, les autres crosses, on va continuer. Alors, l'EuroCAD et justement le CAD CHF. Faut pas que j'oublie le CAD CHF. Alors, le CAD CHF, c'est comme l'EuroCAD, hein, forcément. Enfin, c'est le contraire. Le CAD CHF, il a donné un signal de vente le 10 décembre, donc c'était la semaine dernière, en cassant 0,8423 et surtout en brisant une ligne de tendance en place depuis le 19 mars. Il est revenu violemment sur 0,8313. Ça ressemble à peu de choses près à court terme au chart du pétrole. On a eu une session asiatique sur le FX qui était plutôt favorable. Bon, je pense que sur le court terme, ça ne me choquerait pas qu'on effectue un pullback peut-être sur les 0,84, 0,83, 84. Ça reste quand même compliqué, mais bon. Disons que tant qu'on tient maintenant ce niveau-là, 0,8310, envisager une reprise technique en direction des 0,8385, pourquoi pas, la conviction n'est pas énorme. Alors on continue ce tour d'horizon, on en vient maintenant à l'euro NZD et de manière générale le GBP NZD et le NZD USD. L'euro NZD, pas grand chose à en dire. Au niveau actuel des cours, honnêtement, on avait atteint ici cette ligne de tendance baissière, elle avait couvert les cours, on a eu un rejet, on en revient dessus. Est-ce que le marché peut la franchir? Je ne sais pas. L'euro NZD, bon, en tout cas selon ma lecture, ne présente pas pour l'instant d'opportunité particulière. Le GBP NZD sur cet horizon de temps 4 heures. Là aussi, au niveau actuel des cours, je vois pas vraiment ce que l'on peut en faire. Elle m'a longtemps intéressé. Ben là, c'est pareil. Honnêtement, à ce niveau-là, j'en vois pas grand-chose à faire. Donc toujours dans ces paires en NZD, l'AUD NZD, bon, j'en ai quand même pas mal parlé la semaine dernière. La zone d'intérêt de long terme, elle est comprise entre 1,05 et 1,0530. Ce sont les plus bas d'ailleurs de l'année 2014. C'est un creux important pour le marché sur des graphiques de très long terme. Ça faisait notamment partie des prévisions de l'année 2014. C'est une zone d'intérêt, mais faut-il encore que le marché revienne à son contact. Donc toujours quand même surveiller cette zone. Bon, l'euro CHF, on en a parlé. Le GBP USD, nous en avons parlé. Le NZD Yen, c'est comme les paires en Yen. J'ai besoin de voir ce marché et notamment les indicateurs daily davantage se dégonfler. Maintenant, l'USD CAD. Alors l'USD CAD est toujours aussi difficile à attraper, mais si ce n'est qu'il monte, hein, ça c'est certain. D'ailleurs, je crois que 1,16 c'était un objectif qui était évoqué de longue date. Bon, admettons quand même qu'à la dernière cassure haussière, celle qui date du 11 décembre, le 11 décembre c'était quand ça? Donc c'était jeudi dernier, on a quand même eu une cassure ici des 1,15. Et donc ça a accéléré, maintenant on approche des 1,16. Bon, l'idée c'est toujours d'essayer de l'attraper sur des niveaux de support, soit des niveaux de support oblique, soit des niveaux horizontaux. Je dirais que maintenant le niveau horizontal, franchement c'est compliqué d'essayer de l'attraper celle-là. Je vais checker en daily. Bon, ce qui est certain c'est que c'est bullish. Le premier niveau daily c'est 1,1470 maintenant. Je pense qu'il y a encore du potentiel. Certes, on arrive quand même, je pense, à un moment ou à un autre que ça va respirer, mais il n'y a aucune div nulle part. C'est bullish. Et les targets, eh bien, vous les connaissez, elles ont longtemps été évoquées. C'est un marché qui peut à terme aller revenir chercher les 1,17. Donc là, ça en prend le chemin. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Maintenant, sur le très court terme, on peut peut-être caler un petit peu sous 1,16. Pourquoi pas venir un peu respirer sous 1,16. Quelles seraient les toutes premières lignes de tendance vraiment purement chartistes qu'on pourrait exploiter? Eh bien celle-là, celle-ci par exemple,
ce qui ferait en fait une stratégie avec un niveau de support sur les 1,15-20, pourquoi pas. Enfin voilà. Bon, 1,16 c'était un objectif de cours, ça peut quand même sur le très court terme respirer sous ce niveau des 1,16. Le NZD USD. Alors, le NZD USD, j'en resterai à l'écart sur le court terme. On teste certes un niveau ici à 0,7729. Dollar néo-zélandais s'est bien repris la semaine dernière. Il reflue depuis cette oblique de résistance. Bon, je ne serais pas surpris finalement qu'on revienne chercher ce niveau-là. 0,7730 c'est un niveau horizontal, mais bon, là lorsque je regarde mes indicateurs intraday, j'ai pas de sentiment que ce soit un bon point d'entrée. Et je pense que nous y sommes. L'USD CHF c'est fait, l'USD Yen c'est fait, et l'USD CNH nous en avons parlé. Voilà donc pour ce tour d'horizon. Maintenant je vais répondre à vos questions. Alors Panther 666, vous avez pris un short USD RUB. Alors bon bah je sais pas où est-ce qu'il en est, c'est voilà. J'ai perdu le tout. Alors un instant. L'USD RUB, donc vous l'avez ici en temps réel en utilisant ce site TradingView avec qui nous travaillons. Bon, je sais pas à quel niveau vous êtes entré. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, c'est plutôt bien orienté. Après, à un moment ou à un autre, ça va reverser, mais bon, je ne sais pas quand. En tout cas, lorsque je regarde les marchés à actions US, clairement, j'arrête pas de. Enfin, le marché à actions US, c'est quand même pas les marchés à actions européens, quoi. C'est-à-dire que sur les niveaux de support des marchés à actions US, il y a à chaque fois des vraies réactions, quoi. On le voit ici sur le SP500. Ils sont quand même plus attractifs, je pense, que nos marchés actions européens. Et, regardez ici la tête de l'Eurostoxx 50. Regardez le SP500, c'est pas la même chose, quoi. On fait des vraies reprises, là. On est capable d'enchaîner plusieurs chandeliers H4 de rebond, quoi. C'est sûr que c'est moins transcendantal sur les marchés actions européens. Alors, l'indice Eurostoxx 50, il n'appartient à aucun pays. Il faut regarder sa composition, c'est un indice pan-européen, quoi. Donc il y a des actions d'Italie, d'Espagne, de France, d'Allemagne dedans. Alors, le CAC reteste les 4100. Alors Benoît, donc pour ce qui est de cette étude, bon, ce sont des moyennes, c'est simple, hein, c'est un état de lieu, quoi. Ce ne sont que des moyennes. Une année le marché s'en approche, une année le marché s'en éloigne, c'est ce qu'on appelle l'écart type. On fera le point à la fin de la semaine si vous voulez bien, lorsque justement cette semaine numéro 3 sera terminée. Et enfin le gaz, puisque je vois qu'il y a une question sur le gaz. Alors le gaz naturel, on vous a proposé la semaine dernière une stratégie d'achat sur le niveau des 3,60 qui a porté ses fruits. Le marché est en train de former un support à 3,80. L'enjeu c'est quoi? C'est de rapidement refranchir, je dirais, le niveau des 4 dollars. Si on franchit les 4, je pense qu'on peut en effet revenir chercher les 4,20 et les 4,50. En tout cas, le timing pour une entrée la semaine dernière, il était juste parfait. Maintenant, la première étape, c'est de confirmer que 3,80 est support, et c'est ce que là on tente de faire. La seconde étape, c'est de refranchir les 4 pour revenir chercher les 4,50. Bon, là, le trade suit son cours, et on va continuer de le suivre au fur et à mesure des mouvements de marché. Voilà, donc ce point de marché est terminé, le tour d'horizon est terminé, ne partez pas tout de suite. Donc à 18h, vous avez un webinaire sur l'indicateur technique RSI.
L'idée c'est quoi? C'est lorsque vous utilisez un indicateur de momentum, c'est de savoir d'une part comment il est calculé, mais surtout de le comprendre, comprendre concrètement ce qui se cache derrière, et ensuite de savoir l'utiliser. Et ce sont tous les points qui seront abordés ce soir ici même à partir de 18h. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif et je vous retrouve demain, même heure, pour l'émission Wall Street Insider. Merci à tous.